que le live est lancé. Je vais donc poursuivre la lecture de Eros et Psyché, ce conte d'Apulée, le conte de l'âne d'or. Donc je m'étais arrêtée sur cette phrase. Nous montrons ni à nos parents ni à personne d'autre ce que nous portons et ignorons tout du fait qu'elle est vivante. Et retournons la voir, pardon, et retournons la voir mieux armée et plus forte pour punir son orgueil. Sur ce, elles machinèrent une ruse criminelle contre leur sœur innocente. Le mari de Psyché continuait à avertir sa femme. Vois-tu quel est le danger où tu es? Deux mauvaises garces font tous leurs efforts pour te tendre un piège abominable. Aussi, si elles reviennent ici, n'engage pas la conversation avec elles, n'écoute rien, car nous allons bientôt augmenter notre famille. Et ce ventre, qui est encore celui d'une enfant, porte aujourd'hui, pour nous, un autre enfant qui, si tu sais garder le silence sur notre secret, sera un dieu, et si tu le révèles, sera mortel. Cette nouvelle rendit Psyché folle de joie. Elle applaudissait à cette consolation d'avoir une lignée divine et s'exaltait à la gloire de son enfant à venir. Mais ses deux sœurs avaient déjà pris la mer, l'épée à la main, accompagnées d'une armée. Son mari lui demanda de ne point les recevoir. Psyché lui promit de ne pas céder à ses sœurs, mais le supplia de les voir avec de telles paroles de tendresse qu'il donna l'ordre à Zéphyr de les amener au palais. À leur arrivée, elles flattèrent Psyché et lui firent 1000 compliments sur l'enfant qu'elle portait, si bien qu'elles gagnèrent le cœur de leur innocente sœur. Elles l'interrogèrent à nouveau sur son mari. Alors Psyché, dans son extrême simplicité, oubliant ce qu'elle avait dit auparavant, imagina une nouvelle invention et répondit que son mari était de la province voisine, un marchand qui faisait d'importantes affaires, d'âge mûr, et la tête déjà parsemée de cheveux blancs. Rentrées chez elles, les deux sœurs s'interrogèrent sur ce mari si soudainement transformé en vieillard, et en conclurent qu'il s'agissait d'un dieu, et qu'il fallait empêcher que Psyché ne mît au monde un dieu. Le lendemain, elles se hâtèrent à nouveau vers le rocher où Zéphyr vint les prendre, comme à l'accoutumée, pour les emmener au palais. Elles firent à Psyché: « Ah, toi tu es bien heureuse. L'ignorance même de ton malheur te permet de rester bien tranquille. Nous avons appris, la chose est sûre, et qui partageons ta douleur et ton malheur, nous ne pouvons te le cacher, que c'est un serpent énorme, un monstre replié en 1000 nœuds, au cou plein de venin sanglant, la gueule béante et profonde, qui vient dormir pendant la nuit secrètement près de toi. Rappelle-toi l'oracle Pithike, qui a proclamé que tu étais appelé à épouser un monstre épouvantable. Chacun affirme qu'il ne t'engraissera plus longtemps un régime aussi somptueux et que, dès que ton ventre aura atteint la pleine maturité de sa grossesse, il te dévorera. Alors, la pauvre petite Psyché, toute simple et tendre, fut saisie de terreur à ces paroles sinistres. Perdant tout contrôle d'elle-même, elle oublia entièrement les avertissements de son mari et
ses propres promesses. Elle s'écria: Vous, mes sœurs bien-aimées, vous accomplissez, comme il convient, votre devoir de sœur attentive, et ceux qui vous ont affirmé ces choses ne me semblent pas avoir menti, car jamais je n'ai vu le visage de mon mari, et je ne sais pas du tout quelle est son origine. Je ne fais qu'entendre la nuit sa voix. Alors, ses sœurs perfides lui conseillèrent de dissimuler un rasoir aiguisé sous son lit, de prendre une lampe emplie d'huile de façon qu'elle donne une vive lumière, de la placer sous une marmite qui la recouvre, de la dégager au moment où son reptile de mari arriverait, puis de lui trancher la tête avec le rasoir. Alors Psyché, dont le corps et l'âme n'étaient que faiblesse, malgré sa douleur, puisa des forces dans la cruelle volonté du destin, et sortit la lampe et s'arma du rasoir. Mais dès que la lumière eut éclairé le mystère du lit, elle vit, de tous les monstres, le plus charmant, le plus délicieux, l'amour lui-même, le Dieu de grâce, gracieusement étendu et endormi. Sur sa tête dorée, une chevelure intacte, toute imprégnée d'ambroisie, un cou de lait, des joues vermeilles où erraient des boucles harmonieusement entremêlées. Sur ses épaules, de longues plumes douces, comme la rosée, qui brillaient d'une blancheur pareille à celle d'une fleur. Au pied du lit était posé l'arc, le carquois, les flèches, armes propices d'un Dieu puissant. À sa vue, la lumière même de la lampe se fit plus joyeuse, plus vive, et le rasoir se repentit de son tranchant sacrilège. Stupéfaite d'un tel spectacle, défaillante, toute pâle, elle se laissa tomber à genoux. Tandis qu'elle examinait les armes de son mari, voici qu'elle tira du carquois une flèche et, pour en essayer la pointe sur l'extrémité de son pouce, se piqua, si bien que, à la surface de la peau, perlèrent des gouttelettes d'un sang rose. C'est ainsi que l'innocente Psyché, d'elle-même, tomba amoureuse d'Eros. Enflammée de désir pour lui, elle se pencha, pleine de passion, et lui donna des baisers ardents, s'abandonnant. Mais la lampe laissa tomber du bout de la flamme une goutte d'huile brûlante sur l'épaule droite du dieu. Ainsi brûlé, il bondit, et voyant que sa confiance a été trahie, s'arracha sans mot dire aux baisers et aux bras de son épouse désespérée. Au moment où s'élevait dans les airs, Psyché saisit à deux mains sa jambe droite, et ainsi suspendue à lui, le suivit dans la région des nuages. Puis, épuisée, elle retomba sur le sol. Eros lui dit: « J'avais oublié les ordres de ma mère, Vénus, qui voulait te voir prisonnière d'un désir irrésistible pour un homme malheureux, infâme, et condamné à une union abjecte. J'ai préféré par amour venir jusqu'à toi. Ce faisant, j'ai été léger, je sais bien, et j'ai fait de toi ma femme, apparemment pour que tu me considères comme une bête méchante. Je t'ai averti, et pour seule punition, je te quitterai. » Sur ce, il s'envola à tire-d'aile. Désespéré, Psyché se précipita vers le fleuve le plus proche, mais celui-ci était bienveillant et il la saisit dans un tourbillon et la déposa sur sa rive, couverte d'herbes et de fleurs. Il se trouvait que Pan, le dieu champêtre, était assis sur la berge du fleuve, tenant dans ses bras Écho, et lui apprenant à chanter.
Lorsqu'il vit Psyché, il tenta de la consoler par de bonnes paroles, et de l'exhorter à ne plus vouloir se donner la mort. Psyché ne lui répondit pas, mais adora sa divinité et poursuivit son chemin. Au crépuscule, elle arriva dans une cité dont le roi était le mari d'une de ses sœurs. Elle demanda à voir sa sœur et lui conta ce qui était arrivé et que son mari était le fils même de la déesse Vénus, rajoutant qu'il avait renvoyé et avait formé le dessein d'épouser sa sœur. Aussitôt, la sœur, éperdue de passion, se rendit au fameux rocher d'où elle se jeta dans le vide, car Zéphyr ne la porta pas, comme les fois précédentes. La seconde sœur fut également punie de la même manière. Psyché se mit alors en quête de son amour perdu, parcourant toutes les cités à sa recherche. Lui, pendant ce temps, souffrant de la blessure que lui avait faite la lampe, était couché, gémissant, dans la chambre de sa mère. La mouette annonça la nouvelle à Vénus, lui disant pis que pendre de son fils. Vénus, se mettant en colère, s'écria: Ainsi, mon excellent fils a déjà une maîtresse. Dis-moi, toi qui seul me sers avec affection, le nom de celle qui a débauché ce garçon naïf et innocent. Je crois que c'est une jeune fille qui s'appelle Psyché, répondit l'oiseau. Psyché? Vraiment? La doublure de ma beauté? La rivale de mon Renaud, c'est elle vraiment qu'il aime? Sans doute mon rejeton m'aura prise pour une entremetteuse et se sera imaginé que je lui faisais connaître cette jeune fille pour qu'il ait une relation avec elle. Elle se hâta d'aller voir son fils. C'est du joli, s'exclama-t-elle, furieuse. Et cela va bien avec notre naissance et ta bonne conduite habituelle. Tu commences par traiter les ordres de ta mère, que dis-je, de ta souveraine, avec dédain. Tu n'infliges pas à ton ennemi la torture d'amour. C'est toi, un enfant de ton âge, qui t'unis à elle par des étreintes coupables et trop précoces. Et cela sans doute pour que je doive accepter, comme Bru, la fille que je déteste. Sache que j'aurai un autre fils, bien plus sage que toi. Tu as été mal élevé depuis ta petite enfance, tu as les mains aiguisées, tu as maltraité irrévérencieusement tes aînés, et même ta mère, et tu ne redoutes nullement ton beau-père, ce valeureux guerrier. Et pourquoi le redouterais-tu? Plus d'une fois tu as tourmenté mon cœur d'amante en lui fournissant des filles, mais je ferai en sorte que tu regrettes ces petits jeux, et que ton mariage te vaille désagrément et amertume. Je vais demander du secours à mon ennemi, la sobriété, que j'ai si souvent offensée à cause de ton intempérance, pour te châtier vertement. Je me considérerai vengé lorsqu'elle aura rasé tes cheveux, dont j'ai bien des fois caressé l'or étincelant, et qu'elle aura rogné ces plumes que j'ai sur mes genoux inondés de nectar. Psyché continuait d'errer sans fin, jour et nuit. Apercevant un temple au sommet d'une montagne escarpée, elle s'y rendit, gravissant avec courage les hautes cimes. À l'endroit où trônait la divinité, elle vit des épis de blé entassés et d'autres tressés en forme de couronne, ainsi que des épis d'orge. Il y avait aussi des faucilles et un attirail de moissonneurs, mais tout gisait pêle-mêle, à terre, dans le plus grand désordre.
Psyché sépara avec soin tous ces objets, rangea chaque chose à sa place, estimant qu'elle ne devait négliger ni le temple, ni le culte de sa divinité. Elle fut surprise ainsi par la bonne Cérès, qui poussa un cri. C'est toi, malheureuse Psyché? Dans l'univers entier, Vénus, furieuse, cherche ta trace, brûlant de te livrer à tous les supplices. Et toi, tu t'occupes de mes affaires. Psyché se prosterna devant elle, implorant son indulgence et la permission de se cacher parmi les épis, en attendant que la fureur de Vénus s'apaise. Cérès lui répondit qu'elle ne pouvait pas la secourir, au risque d'encourir la colère d'une déesse avec qui elle est très liée, et lui conseilla de partir sur le champ. Psyché obéit aussitôt et parvint à un bois sacré au fond d'un vallon où s'élevait un sanctuaire. Elle y vit des offrandes précieuses et des étoffes avec des inscriptions d'or fixées aux branches des arbres. S'agenouillant, elle fit cette prière. Sœur et épouse du grand Jupiter, toi que tout l'Orient vénère et que tout l'Occident appelle Lucine, sois dans le danger extrême que je cours, Junon la secourable, moi qui suis épuisé après tant de travaux, délivre-moi de la crainte du péril qui me guette. À ces mots, Junon se présenta à elle dans toute sa majesté et lui répondit. Je voudrais bien t'accorder ce que tu demandes, mais contre la volonté de Vénus, ma bru, que j'ai toujours aimée comme une fille, je ne puis rien faire. Psyché, glacée d'épouvante par ce nouveau naufrage de ses espérances, abandonna toute idée de salut et prit conseil d'elle-même. Que puis-je maintenant essayer pour me sauver, alors que les déesses elles-mêmes ont pu m'aider? La seule issue est de me rendre à Vénus, et ne serait-ce pas que par une soumission tardive, calmer sa fureur. Mais Vénus avait renoncé à chercher sa victime par des moyens terrestres et gagné le ciel sur le char que Vulcain avait forgé pour elle. Elle se dirigea vers la citadelle royale de Jupiter, à qui elle demanda qu'il lui prêtât l'appui de son frère, le dieu Mercure. Redescendue sur terre, elle demanda à Mercure de partir à la recherche de Psyché, mission qu'elle récompenserait de 7 doux baisers, plus un baiser de miel avec le bout de la langue. À l'idée d'une si délicieuse récompense, Mercure alla de peuple en peuple, s'enquérant partout de Psyché. Pendant ce temps, celle-ci était arrivée à la porte de Vénus. Elle croisa une servante, nommée Habitude, qui la tança et la prit brutalement par les cheveux. Dès que Vénus l'aperçut, ainsi livrée et offerte, elle partit d'un grand éclat de rire. Enfin, dit-elle, tu as daigné venir me saluer ta belle-mère, à moins que tu ne sois venu voir ton mari, qui souffre de la blessure que tu lui as infligée. Elle fit appeler ses 2 servantes, Souci et Tristesse, pour qu'ils la torturent. Celles-ci fouettèrent la malheureuse Psyché, lui infligèrent d'autres tourments, puis la ramenèrent devant Vénus. Ne voilà-t-il pas, s'exclama celle-ci, qu'elle cherche à m'apitoyer pour le pouvoir de séduction de son ventre gonflé? Cet enfant naîtra bâtard, à condition toutefois que nous te permettions d'aller jusqu'à terme. Puis, Vénus se précipita sur Psyché, déchira ses vêtements, lui asséna de violentes soufflées qui la meurtrirent. Ensuite, elle fit apporter du blé,
de l'orge, du mil, du pavot, des pois chiches, des lentilles, des fèves, et les mélangea en un seul tas. Elle dit à Psyché: tu vas trier ce monceau de semences, mettre soigneusement à part chaque catégorie de graines en un tas séparé, que le travail soit achevé avant le soir. Comme Psyché, désespérée de réaliser une tâche aussi fastidieuse, survint une petite fourmi des champs. Mesurant la difficulté d'un tel travail et saisie de pitié pour la compagne du dieu Eros, autant que d'horreur devant la cruauté de la belle-mère, elle convoqua toute la troupe des fourmis du voisinage et leur demanda d'exécuter cette tâche. Aussitôt, de tous leurs ailes, elles séparèrent le tas de grains, les classant par espèces et les rangeant. Lorsque Vénus vit le travail effectué, elle se moqua de Vénus et la laissa seule. Pendant ce temps, Eros, seul au fond de la maison, enfermé dans une chambre isolée, passait lui aussi une nuit détestable.